Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur Histoire de vie, le podcast produit par RBK Media en présence de Mariama. Bonjour. Pour revenir sur son parcours incroyable. Bonjour Mariama. Bonjour Rebecca. Merci d'avoir accepté cette interview et de nous recevoir chez toi Avec aujourd'hui. grand plaisir. Vraiment, tu sais que tu as été mon coup de cœur ces dernières semaines et je suis vraiment très heureuse de t'interviewer. Alors toi, tu as un parcours particulier et c'est important qu'on aborde ce sujet aujourd'hui. Donc toi, tu as été adoptée très très jeune. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire ? Alors moi je suis née à Dakar en 1989 et j'ai été adoptée à l'âge de 3 mois par un couple qui était français, enfin qui sont français du coup, et voilà, et en fait qui travaillait au Sénégal à ce moment-là et qui était, avant de partir au Sénégal, dans une volonté d'avoir un enfant, ce qui n'était finalement pas possible, et qui avait mis de côté un petit peu l'idée d'avoir un enfant, et en allant au Sénégal, une opportunité de pouvoir avoir quelqu'un, de pouvoir avoir un enfant, c'est ouverte, et voilà. Et on s'est rencontrés au bout de 3 mois, enfin, de mes 3 mois. Au bout de tes 3 mois. Et donc, qu'est-ce que tu sais aujourd'hui de ton adoption, du choix qu'ont fait tes parents Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté ? Alors moi, je sais tout. J'ai tous les papiers, j'ai tous les documents. J'ai découvert des choses, c'était quand il y a 2 ans. Parce que en fait, mon adoption était complète, elle a été faite dans les règles, par le tribunal, etc. Donc j'ai vraiment tout l'historique d'un point de vue administratif, mais j'avais pas de nom à mettre, de nom, de prénom, d'âge sur mes parents biologiques. Mais pour le reste, voilà, je connais toutes les informations que mes parents avaient, en tout cas. Et ils te l'ont appris tôt, enfin que t'étais adoptée, tu le savais depuis Oui. Petite, vraiment, il n'y a pas eu de... Non, parce que déjà mes parents sont blancs, Oui. donc disons que c'est assez frappant finalement. Oui. Mais ils t'ont expliqué très oui. petite que les choses... Ouais, honnêtement, j'ai vraiment pas de souvenir particulier d'avoir eu cette discussion, donc je pense que ça a été abordé vraiment très tôt dans ma vie. Ouais. Et quand on est enfant, qu'est-ce qu'on comprend finalement sur ça ? Est-ce qu'on comprend vraiment adopter ? Si tu te remets en mode petite. Alors, j'ai pas énormément de souvenirs de quand j'étais enfant, mais je dirais que je pense que je voyais qu'il y avait peut-être une différence, mais après c'était ma normalité, tu vois. Donc en soi, oui, mes parents étaient blancs, oui, on était dans une configuration familiale différente, mais en même temps, je pense que c'est plus venu plus tard, où tu conscientises vraiment le fait qu'il y a une différence, tu vois, entre toi et les autres dans le schéma familial. Mais sinon, petite, ça ne m'a jamais... Ouais. Et donc du coup ça s'est manifesté donc plus tard et du coup vers quel âge tu t'es dit finalement qui je suis, d'où je viens, ces questions j'imagine que tu te les ai posées. Ouais. C'est arrivé vers quel âge ? L'adolescence. Ouais, l'adolescence, en fait, je pense que dans tous les cas, en tant qu'adolescent, on est tous dans une crise identitaire à un moment ou un autre. Mais moi, en tant que personne adoptée, elle a été beaucoup plus importante parce que déjà tu te cherches, à savoir qui t'es, comment, enfin bref, comment tu te positionnes par rapport aux autres, etc. Mais en plus de ça, il y a qui je suis, enfin qui je suis en tant que personne, parce qu'au final, j'ai pas je vais mettre des guillemets, d'histoire. C'est-à-dire que mon histoire, elle commence après ma naissance. Je sais pas, j'ai pas d'antériorité, tu vois, je sais pas qui étaient mes parents biologiques, je sais pas pourquoi j'ai été adoptée, pourquoi j'ai été abandonnée, je sais pas, tu vois, et donc du coup, je pense que à partir de l'adolescence, je sais plus à quel âge exactement, mais ça a commencé à devenir compliqué. Et surtout parce que j'ai fait une crise d'adolescence. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait ? J'étais vraiment en rébellion constante en fait. Je pense que j'étais vraiment très mal dans ma peau.
Et puis quand on est au collège, de base, c'est pas facile. Quand on est une nana au collège, c'est pas facile. Et puis en plus, quand on ressent pas à tous les gens autour, tu vois, enfin, parce que moi, au final, j'ai toujours été dans un environnement blanc en tant que personne noire. Mais donc c'est aussi comment tu te positionnes quand tu sais que tu es noire. Tu vois, enfin, voilà, c'est clair, je suis noire, mais... Pourquoi t'as déjà ressenti des choses par rapport à ça, enfin, des préjugés ou des... Non, je pense que c'était vraiment moi, tu vois, la façon dont je ressentais la chose, parce qu'au final, après, ça c'est quelque chose que j'ai réussi enfin, sur lequel j'ai réussi à mettre des mots plus tard, ok, c'était ça qui était difficile pour moi, etc. Je pense que quand j'étais ado, j'étais juste... voilà, et tu faisais quoi? Tu faisais bordel tout le temps? Non, franchement, non, parce que je suis quand même quelqu'un de sympa, tu vois, mais non, c'était plutôt avec mes parents, avec ma mère, ça a été très compliqué, on se disputait beaucoup, on était vraiment dans une relation très conflictuelle, et ouais, je pense que j'avais besoin d'être en contact, je pense, ça c'est avec le recul, hein, d'avoir un référentiel de personnes qui me ressemblent, je pense, tu vois. Parce que du coup, en fait, j'étais un peu perdue. Tu vois, j'étais noire dans un environnement totalement blanc et en même temps, j'étais pas considérée comme noire et puis en même temps, j'avais pas mes origines. Je savais pas d'où je venais, je savais pas à qui je ressemblais. Et en fait, je pense que c'est très compliqué quand tu te construis de pas savoir d'où tu viens, de pas savoir à qui tu ressembles. Tu vois, ouais. Parce que là, t'as jamais, du coup, retrouvé... tu ne sais pas qui sont tes parents biologiques. À l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu as fait les choses pour essayer de découvrir qui c'était et quelles informations tu as eues? Ce que tu veux dire et ce que tu veux pas dire, tu le dis pas. Ouais. Il y a 2 ans, en fait, pour mes 35 ans, j'ai eu un moment en fait, c'est maintenant. Il faut que je sache. Donc, en fait, j'ai fait un appel sur les réseaux sociaux pour essayer de retrouver ma famille biologique en disant, voilà, je suis née le 6 novembre 89, je suis née à Dakar, je suis née à l'hôpital Abassien Dao et voilà, j'ai que le nom de ma mère biologique parce que c'était le nom que j'ai découvert sur la lettre d'abandon. Parce que tes parents t'ont abandonné. Oui. Donc, en fait, ce que j'ai appris, parce que moi, jusqu'à mes 31 ans, jusqu'en 2021, je pensais être née sous X. Sauf que, en 2021, comme chaque année, en fait, la période de mon anniversaire était, je dis était puisqu'aujourd'hui c'est plus trop le cas, mais était très compliquée pour moi à vivre parce que rentrait pour moi en compte des questions comme est-ce qu'elle pense à moi, pourquoi j'ai été abandonnée, pourquoi machin, etc. Donc mon anniversaire, ça a toujours été un gros mois de dépression. Une vraie dépression. Et en 2021, en gros, j'ai fait la démarche de contacter la pouponnière dans laquelle j'ai été abandonnée, enfin, dans laquelle j'ai été adoptée plutôt, et de leur demander s'ils avaient des documents en plus de ceux que moi j'avais déjà. Et donc là, j'ai appris qu'ils avaient une lettre, donc une lettre d'abandon. Donc c'est une lettre que la mère biologique remplit et signe, disant qu'elle ne peut pas s'occuper de l'enfant et que donc elle le laisse à l'adoption. Et donc, elle était signée par son nom. Donc, en 2021, à 31 ans, j'apprends en fait le nom de ma mère biologique. Alors que moi, je pensais être née sous X. Et donc, de fait, quand tu es née sous X, tu n'as pas le nom des parents. Et oui, bien sûr. Voilà. Et donc, le temps passe et ça décante un peu. Et en fait, en 2024, 5, je sais plus, 24, je décide de faire cet appel sur les réseaux sociaux et de demander si des gens connaissent ma famille biologique ou me reconnaissent, tu vois, dans mes traits, parce que bon, voilà, on ressemble généralement un petit peu à ses parents ou à ses frères et sœurs. Et bref, et donc là, je reçois, enfin,
Je reçois sur les réseaux sociaux des messages me disant il faut poster dans tel groupe au Sénégal, puisqu'il y a un groupe qui s'appelle Perdu Trouvé ou Trouvé Perdu, je ne sais jamais dans quel sens c'est, et qui permet de poster des annonces de, par exemple, j'ai perdu mon fils, voilà, ou je suis à la recherche de telle personne ou de tel truc, bref. Et donc en fait, là j'ai un retour des administrateurs qui me disent, en gros, il y a quelqu'un qui pourrait, conditionnel, savoir qui est ta mère biologique. Et ça, c'était la veille de mon départ au Sénégal, puisque pour la première fois en 2024, j'y retourne. Et du coup, j'arrive le premier jour au Sénégal en juillet, et je rencontre un homme qui pourrait être mon oncle. Incroyable. Qui tu me ressens ressemble. quoi à ce moment-là? En fait, j'ai pas touché terre. Enfin, je suis restée au Sénégal 8 jours. Ça a été, je vais le dire clairement, traumatique pour moi, à tel point que je pense que j'ai vraiment dissocié. C'est-à-dire que j'ai pas d'émotion liée à ce voyage. Oui, j'ai compris. C'est-à-dire que vraiment, je peux te raconter, mais je pense que ça, c'est un trait que j'ai aussi, c'est que vraiment, j'arrive à... Enfin, c'est un mécanisme de défense. Non, mais je sais, moi aussi. Mais ouais, dissociation. je dissocie en fait. Donc je peux te raconter exactement tout ce qui s'est passé, mais il n'y aura pas d'affect parce que je pense que ça a été trop violent, trop rapide. Qu'est-ce qui s'est passé que ça a été violent? Donc en gros, j'y vais, je rencontre ce monsieur, hyper sympa, etc., qui m'accueille à bras ouverts et qui me dit bah attends, je vais te montrer. Donc je suis là avec les administrateurs du groupe. Je suis pas toute seule, voilà, comme ça. Et donc on y va tous ensemble pour visiter le quartier dans lequel ma potentielle mère biologique aurait grandi. Donc on fait le tour du quartier, donc il me présente à tout le monde. Enfin en fait j'ai pas compris. Tu vois, enfin vraiment, le soir même, je commence à recevoir des appels dans tous les sens de toute la famille biologique. Enfin, et après arrive le moment de, ça serait peut-être bien de prévenir ta potentielle mère biologique. Tu vois, parce que ça s'est déroulé en 2 jours. Hein. 2 jours, j'ai la moitié de la famille au téléphone, des gens que j'ai jamais vus, que je connais pas, qui me disent bienvenue dans la famille et tout. Tu vois, enfin, en fait, c'était hyper beau et à la fois too much. Tu vois, enfin, bref. Et donc là, je suis en contact avec celle qui pourrait être ma sœur biologique, qui est plus jeune que moi. Et en fait, il s'avère qu'on a plein de photos où sur les photos, on se ressemble vraiment. Où on se ressemble vraiment. Et donc, en fait, étant donné qu'il y a aussi ce truc de... dans la famille, il y a des gènes où ils ont des mèches aussi comme ça. Bon, moi, là, je les ai teintes, mais bon, bref, peu importe. Où c'est des mèches vraiment de cheveux blancs. Celui que je rencontre, il a une grosse mèche blanche comme ça aussi. Enfin, bon. Donc, du coup, tu sais, il y a plein de choses comme ça. Je vois les photos des autres tantes, dont une à qui je ressemble énormément. Et donc, on se dit, bah ouais, en fait, on les a trouvées, genre, comme ça. Avant même que j'arrive, genre j'ai retrouvé ma famille biologique. Enfin, c'est trop fou, tu vois. Et arrive le moment où je dois être au téléphone avec ma mère biologique, potentielle mère biologique, qui me dit, oui, je sais plus comment elle me dit ça, mais en gros, ma fille ou je sais pas quoi, mais pas dans le sens ma fille, mon enfant, tu vois, plus, Ah non, mais je vois. Tu vois, enfin voilà. Comme quand tu familier, dis familier, voilà. Et en fait, elle me dit mais moi j'ai jamais eu d'autres enfants, j'ai eu qu'une fille. C'est pas moi. Sauf que du coup, là il se passe 2 choses, c'est-à-dire que autour de moi il y a toujours les administrateurs et son frère, et sauf que tout le monde était sûr que c'était elle. Enfin, déjà, elle accepte de me parler et de m'avoir au téléphone, tu vois. Donc, à partir de là, c'est que c'est elle. Mais peut-être que... Mais oui, mais peut-être qu'elle t'a dit qu'elle n'avait pas eu d'autre enfant alors qu'elle avait... Enfin, on sait pas. Sauf que, du coup, ok, machin. Le lendemain, j'ai sa fille au téléphone qui me dit, non mais attends, moi, il y a trop de coïncidences. Écoute, je vais lui parler, machin, etc. Donc, au final, on finit notre voyage au Sénégal, on repart. Et quelques semaines plus tard, du coup, je pars pour Barcelone, parce qu'en fait, il s'avère qu'elles habitaient en Espagne. Je pars pour Barcelone pour faire des tests ADN avec elles. Donc je les rencontre
les deux, le jour du test ADN. Quand on se rencontre, il s'avère qu'on se ressemble pas. Genre pas du tout, enfin vraiment en photo c'est dingue parce qu'on dirait des copies, tu vois, mais en vrai pas du tout. Et du coup on fait le test ADN et donc le temps passe et au bout de je sais plus quelques semaines on reçoit les résultats et il s'avère que c'est pas ma mère. Et donc en fait ça te fait un effet un peu qui se coule. Je vais pas mentir, enfin ça a été cet été-là a été très difficile à vivre parce que bah en fait, tu penses avoir retrouvé ta famille biologique, que ce soit si simple, etc. En fait, non. Ça, voilà. Ensuite, tu vas en Espagne, tu te dis, bon, bah, si quand même elle accepte de faire le test ADN, c'est que bon, peut-être qu'elle dit ça parce que c'est difficile pour la famille, parce qu'au final, bah, c'est la société sénégalaise, c'est une famille importante, tu vois, enfin, bon, voilà. Sauf que, en fait, bah non, c'est pas elle. Et qu'elle l'a fait juste pour bah, que moi, je puisse avoir les réponses, donc je la remercie. Déjà pour ça, parce qu'elle n'était pas obligée de le faire très clairement, et d'un autre côté pour que la famille lui lâche la grappe, je pense aussi, genre non, j'ai pas eu d'autre enfant, laissez-moi en fait, tu vois, enfin bref. Donc voilà, donc là on est fin d'été 2024, et donc là, pour l'hiver, avec ma mère, on dit on va y retourner pour fêter mes 35 ans, donc faire un tour de roue complet, tu vois, genre je suis née là-bas et on y retourne pour mes 35 ans, enfin bon voilà. Et donc à ce moment-là, donc on retourne à la pouponnière où j'ai été adoptée. Moi je décide de pas y rentrer, enfin de pas aller voir les bébés parce que j'y étais déjà allée en juillet et que ça m'avait traumatisée. En fait, de voir les lits de bébés dans lesquels tu as été. Tu vois, en tant que bébé toi-même, te retrouver entouré de plein de bébés qui n'ont pas de parents ou dont les parents ne sont pas en capacité de les élever. Et puis tu sais, en plus, en juillet, moi on m'a mis un bébé dans les bras et j'étais là genre... après tu veux le poser mais le bébé il veut pas te quitter. Enfin c'était horrible, enfin franchement c'est horrible parce que tu te dis... Là, moi, en tant que personne adoptée, je suis en train de faire ressentir à ce bébé le même trauma que moi j'ai dû ressentir quand j'étais enfant. Parce que tu le poses comme ça, tu le laisses, en fait, tu l'abandonnes encore. C'est-à-dire que moi, je fais la même chose que ce qu'on m'a fait. Enfin, c'est horrible. Bref, donc en novembre, j'ai décidé de ne pas retourner voir les enfants parce que c'est bon, le traumatisme était suffisant. Et par contre, après, je savais que je pouvais aller aux archives de l'hôpital. Donc, l'hôpital qui est juste en face de la pouponnière. Et donc là, avec ma mère, on va aux archives et je demande à consulter les archives de ma naissance. Et il s'avère que sur les archives, il y avait le nom et le prénom de ma mère biologique, de mon père biologique. Incroyable. L'âge qu'elle avait quand elle m'a eu. Quel âge ? Elle avait 23 ans. Et j'étais la 4e née de la famille. C'est-à-dire qu'elle avait déjà 3 enfants avant moi. Et il y avait leur adresse. Ah. Mais l'adresse de 1989. Ouais. Donc, avec ma mère, on prend un taxi et on décide d'aller à l'adresse, en fait, pour voir s'ils sont toujours là. Et en fait c'est compliqué, le Sénégal, parce que, tu sais, t'as plein de non-dits, les gens veulent pas s'en mêler et en même temps, enfin, bon, voilà, c'est pas facile et quand t'es pas de cette culture, que tu parles pas la langue, il y a plein de codes que t'as pas, enfin, bref, tout ça pour dire qu'on est allé à l'endroit, je l'ai pas vu, je l'ai pas retrouvé, mais je sais que potentiellement, elle est toujours dans le coin. Ok. Et ta famille, elle t'accompagne comment ? Enfin, tes parents, aujourd'hui, ils t'ont toujours bien accompagné, bien soutenu dans cette démarche de quête de parents biologiques. Ouais, alors ils ont tout... Ça peut être dur en tant que... Oui, mais honnêtement, je pense que... Enfin, ma mère me l'a dit, que c'était dur pour elle. Non pas que je veuille savoir et connaître mes origines, pas du tout, parce que pour elle, c'est légitime et que, évidemment, c'est pas un sujet. Mais plus, tu vois, par exemple, le fait de vouloir retrouver ma mère biologique, il y a qu'elle qui pourra dire ce qu'elle ressent et ce qui est difficile pour elle à ce sujet, mais je pense que ça doit être aussi compliqué, tu vois, de son point de vue, de se dire, bah voilà, mon enfant, ma fille que j'ai élevée, etc.,
qui cherche aussi à retrouver une autre famille. Alors que mon but, c'est pas de remplacer la famille que j'ai eue. Non, c'est de savoir d'où tu viens. C'est de savoir d'où je viens, à qui je ressemble, est-ce que j'ai des... Du coup, je sais que j'ai des frères et ou sœurs, parce que je sais pas le sexe, mais voilà. Juste de savoir, tu vois. Parce que du coup, tu sais pas pourquoi tu as été... Et non. Et ça aussi, c'est quelque chose qui... En fait, je me dis, sur les papiers, il y a marqué que je suis la 4e. Enfin, sur les archives de l'hôpital. Pourquoi moi? Il y en a 3 avant moi. Pourquoi moi? Tu vois, pourquoi moi, on me met à l'adoption, en fait? Donc, qu'est-ce qui fait? Et en fait, quand tu es adopté, il y a tellement de choses qui te passent par la tête et vraiment pas des choses dingues en termes de scénarios possibles. Parce que vraiment, les scénarios possibles de pourquoi peux nous les dire, si tu veux. Je sais pas, je me dis potentiellement, elle a pu être violée. Donc, si je suis le produit d'un viol, tu vois, est-ce que réellement j'ai envie de le savoir? Et en même temps, oui, je veux le savoir, mais quel impact ça peut avoir sur ma vie, tu vois, et sur la sienne? Parce que moi, j'essaye de retrouver ma famille biologique, mais j'ai pas envie de lui causer un énorme trauma, en fait. Tu vois, j'ai pas envie de la renvoyer à quelque chose qui a pu potentiellement la détruire. C'est pas mon but, tu vois. Potentiellement, je me dis, peut-être que c'est un enfant hors mariage. C'est-à-dire que peut-être que, j'en sais rien, elle a trompé son compagnon ou pas. Enfin, en fait, il y a tellement de scénarios possibles, tu vois, ou peut-être qu'à ce moment-là, Elle n'avait pas de moyens. elle n'avait pas assez de moyens pour élever 4 enfants aussi, et que c'était trop. Enfin, il y en a des plus simples que d'autres, tu vois, à accepter émotionnellement en tout cas. Donc voilà, mais c'est vrai que pourquoi en fait? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas les 3 premiers? Est-ce que les 3 premiers ont été aussi adoptés? Je sais pas. Non, mais enfin, en fait, tu vois. Et ça te bloque dans ton quotidien, tu penses, en tant que femme ou pas? Enfin, de savoir, tu vois, d'avoir ces questions-là qui sont hyper importantes, tu vois, parce que moi, j'essaie de me mettre à ta place et je me dis que ça doit pas être simple. Donc, est-ce que ça impacte ton quotidien? Toutes ces questions, enfin, tout ce que... Mon quotidien, non. Mais ça impacte des aspects de ma vie, comme par exemple la maternité. Tu vois, pour moi, la maternité, c'est un sujet compliqué parce que j'ai toujours voulu avoir des enfants. Quand j'étais jeune, je voulais avoir des enfants tôt parce que, par exemple, mes parents m'ont adopté. Ma mère avait 40 ans, mon père en avait 45, ce qui fait qu'on a quand même une grosse différence d'âge. Et du coup, j'avais envie d'avoir cette proximité, tu vois, avec mes enfants, de recréer ma famille aussi, tu vois. Et ça a toujours été quelque chose d'important. Au final, ça s'est pas passé. Et donc, voilà, la vie. Hein. Mais du coup, ouais, sur la maternité, aujourd'hui, c'est plus dans des questions. Et après, c'est parce qu'aussi, je suis en thérapie depuis des années. Donc maintenant, j'arrive à tourner les choses différemment. Mais me dire, mais est-ce que, en tant que mère, comment je vais être, tu vois, enfin, tous les parents fuck up leurs enfants d'une façon ou d'une autre, tu vois, à peu près, je pense qu'il n'y a pas de parents parfaits et c'est ok, mais en fait, j'ai pas envie de leur imposer des traumas sur lesquels je travaille, donc c'est déjà ça, enfin, en théorie, si tu sais... Oui, normalement, c'est que tu es bien. Tu limites déjà à la casse, mais voilà, tu vois, je me dis, et si je suis pas en capacité? Et si en fait je les abandonne? Non, mais c'est des peurs. Oui. C'est comme le parent qui a été agressé, qui a peur d'agresser son enfant. Ouais. Mais tu vois, c'est vrai que ça, c'est un truc que je me dis, mais si, tu vois, avec tout mon parcours de santé mentale, qui est pas facile aussi, et... Parce que ça a impacté. Ah oui, oui. Parce que ça, je pense que c'est vraiment le traumatisme originel. Et en tant qu'adopté, on est tous différents là-dessus. Ça n'a pas le même impact sur la vie de tous. Pour certains, c'est ok. Pour d'autres, c'est très compliqué. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on a des problèmes de santé mentale. Parce que toi, du coup, est-ce que tu as fédéré à des groupes ou est-ce qu'il y a des associations qui existent que tu pourrais partager pour les personnes qui sont adoptées? Ouais, il y a des assos qui existent. Il y a alors par exemple sur les réseaux sociaux, il y a le compte Être Adopté. Il y a aussi les témoignages de Amandine Gay. Qui a été adoptée également, qui a créé des documentaires et des livres
que vraiment j'invite tout le monde à la suivre et à découvrir son travail, et notamment sur l'adoption, parce que c'est hyper puissant la façon dont elle a mis en avant et mis en lumière le parcours d'adopter, le parcours de femme aussi, parce que bon voilà, elle a eu des projets différents. C'est vraiment top. Et à Marseille, moi je suis dans un groupe de personnes adoptées aussi. Coucou à eux. Je suis pas très présente dans les groupes. J'ai un peu du mal avec l'effet de groupe. Ça me, voilà, je préfère les 1 à 1, tu vois. Mais voilà, il existe à Marseille et je suis contente. D'être dans ce groupe quand même, et je les aime très fort. Mais voilà, donc oui, il en existe, et il en existe dans la France entière. Il en existe en Belgique. Enfin, il y a pas mal de choses qui existent pour les adopter. En tant que communauté, pour qu'on puisse se réunir, qu'on puisse échanger sur nos vécus, sur nos besoins, parce que je pense que beaucoup de gens peuvent comprendre d'un point de vue intellectuel, parce que c'est voilà, mais sauf que si tu le vis pas, c'est comme beaucoup de choses dans la vie en fait. Tu peux pas comprendre. Enfin, tu peux comprendre, mais tu peux pas comprendre. Non, ouais, c'est pour ça que je te pose la question. Comment il se construit le lien avec ses parents adoptifs? Ça se crée naturellement, mais ou est-ce que, par exemple, tes parents ont dû faire des choses pour... je sais pas, est-ce qu'ils ont été accompagnés, par exemple, avec un pédopsie ou pas? Je sais pas. Je crois pas. Tu sais, pour avoir les bons mots. Ouais, alors je vais être très honnête, je sais pas. Mais je dirais peut-être au début, je sais qu'avant l'adoption, tu as un parcours où tu vois des assistants sociaux, etc. De pouvoir adopter un enfant, c'est compliqué? C'est relativement compliqué, mais après moi je suis née en 89, donc je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui que ça l'était à l'époque. Ah ouais, pourquoi? Je pense, parce que je pense que les lois se sont durcies, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de scandales liés à l'adoption, beaucoup de trafic d'enfants, où les enfants ont été volés à des parents, où des mères donnaient naissance à des enfants et on les déclarait morts, et on leur disait que leurs enfants étaient morts alors qu'en fait ils ne l'étaient pas, et qu'en fait ils étaient vendus. Mais quelle horreur cette histoire! Ouais, mais non, mais c'est, le milieu de l'adoption internationale, c'est sale. C'est, vraiment, c'est... Et je parle pas que de l'Afrique. L'Amérique du Sud a connu des scandales monumentaux. L'Asie aussi. L'Afrique aussi. C'est pour ça que moi, sur l'adoption, en fait, je suis très... voilà. Je suis très heureuse d'être dans la famille dans laquelle je suis. Je suis très heureuse d'avoir été adoptée. C'est même pas une question. Maintenant, en tant que système, c'est vraiment qu'est-ce que tu dénonces? Voilà, on y vient. Qu'est-ce que tu dénonces là sur ce système-là? Moi, c'est déjà le non-accompagnement des personnes adoptées. Parce que en fait, c'est pas normal. Moi, je sais que j'ai eu la chance d'être dans une famille qui m'a donné accès à suffisamment de bagages pour pouvoir m'armer pour la vie, etc., pour pouvoir prendre conscience que la santé mentale, c'était important, etc. Tu vois. Mais c'est pas le cas de toutes les personnes adoptées. Et en fait, potentiellement, moi, j'aurais pu aussi bénéficier plus jeune, tu vois, d'un accompagnement quand ça allait pas du tout. Au final, mes parents se sont dit, c'est probablement la crise d'ado. Bref, voilà. À ce moment-là, j'ai pas vu de thérapeute, mais peut-être que ça aurait été nécessaire que j'en voie à ce moment-là, tu vois. Ça aurait été, je pense, mieux pour ma santé mentale, vraiment, et les implications que ça a pu avoir derrière, que je vois un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste, peu importe, mais quand j'étais ado. Parce que c'est compliqué, en fait, à tellement de niveaux, et on n'est pas accompagné. À part si tes parents te disent, tiens, on va t'amener voir un thérapeute parce qu'on comprend que, etc. Sinon, l'administration ne te fait pas voir un thérapeute. Alors que pour moi, ça devrait être essentiel. Oui, bien sûr.
Donc il y a ça, et puis pour moi la santé physique aussi. Moi je sais que j'ai eu plein de problèmes de santé dans ma vie depuis que je suis gamine, et ça c'est un truc que je ne comprends pas et pour lequel je bataille, où à chaque fois que tu vas chez un médecin, n'importe quel médecin, et vos antécédents familiaux, ben en fait j'en ai pas. Donc potentiellement, mais ça comme beaucoup de gens, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas si dans leur famille ils courent telle ou telle maladie. Mais sauf que moi, j'ai eu des vrais problèmes de santé pour lesquels, derrière, par exemple, j'ai eu un problème gynéco où j'ai dû faire des tests dans mon ADN pour voir s'il n'y avait justement pas quelque chose de génétique là-dedans, tu vois, parce qu'on n'avait pas de réponse. Et en fait... Mais ça, c'est moi, ma relation avec la santé. Du coup, je me dis, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas avoir accès à aux dossiers médicaux. Après, je sais que ce sont des données sensibles, que ce sont des données confidentielles, etc. Mais tu vois, au moins d'avoir des informations sur notre patrimoine génétique. Parce qu'en fait, quand tu es adopté à l'international, tu te retrouves éclaté dans un pays, dans un autre continent, et si tu fais pas la démarche de rechercher tes origines, ou même si tu l'as fait et potentiellement tu ne trouves pas, ben en fait, tu sais pas s'il y a des trucs pour lesquels tu dois être soigné, tu sais pas si ce que tu peux avoir comme problème de santé physique ou mentale aussi, parce que voilà, tu vois, ça peut résulter de ton historique familial. Enfin, et ça, moi, je trouve pas ça normal, tu vois. Et ouais, le fait de laisser les enfants comme ça, qui deviennent des adultes, sans soutien, sans accompagnement, sans... En fait, quoi? C'est-à-dire que, tu vois, je vais dire un truc hyper violent, mais en gros, on vient nous chercher. Nous, en tant que personnes adoptées, je dis personne parce qu'il y a beaucoup de gens, et je ne supporte pas, qui disent enfants adoptés, ce qui est hyper infantilisant d'ailleurs, à mon sens, c'est mon avis. J'aimerais qu'on arrête de dire ça. Mais ça, c'est moi, tu vois. Mais voilà, de dire personne adoptée, parce qu'on n'est pas des enfants adoptés. Enfin, j'ai 36 ans, tu vois, donc... En plus, on peut adopter à n'importe quel âge. Oui, mais le terme, c'est c'est un enfant adopté. Oui, j'ai compris. Tu vois, alors qu'il a été adopté, elle a été adoptée, enfin bon, bref. Mais ouais, pour moi, en fait, ce que je veux dire, c'est dur, mais genre, en gros, t'as un couple qui va avoir un besoin, qui peut pas avoir un enfant, donc il va aller chercher un enfant à l'autre bout du monde, qui va le déraciner. Le priver de sa culture, le priver de ses origines, le priver de sa langue, le priver de tout, d'un environnement dans lequel il peut se reconnaître et reconnaître les personnes avec qui il peut échanger. C'est important. Mais oui, parce qu'au final, tu te retrouves dans une société qui n'est pas celle de tes origines, dans laquelle tu grandis, donc c'est chez toi, tu vois, c'est pas un sujet. Mais sauf que si autour de toi, par exemple, moi je connais des personnes adoptées qui ont grandi au fin fond de la campagne, au milieu de, j'en sais rien, le Larzac, tu vois. Sauf que là, du coup, alors la représentation, zéro. Zéro. T'es en contact avec aucune personne qui te ressemble. En termes de langue, du coup tu perds ta langue maternelle. En termes tout ce qui vient en tête, tu vois, la nourriture, la façon de parler, la façon les codes sociaux, tout ce qui fait une identité, avec quoi tu grandis, en fait, du coup tu l'as pas. Et en fait, ce que ça implique, c'est que quand moi, par exemple, je me prends comme exemple, quand tu retournes dans ton pays natal, en fait, t'es considérée comme, je vais dire le terme, une blanche. C'est les termes qu'on m'a dit. C'est-à-dire qu'en France, je suis noire, au Sénégal, je suis blanche. En fait, moi, je suis juste moi, tu vois. Et en fait, c'est un truc on revient toujours à la couleur de peau, on revient toujours au machin, mais en fait, je trouve ça hyper compliqué pour une personne, parce qu'en fait, en termes d'origine, en termes de quitter, c'est-à-dire que tu peux pas réellement te définir. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais, tu expliques très bien. Mais ouais, non, du coup, pour moi, l'adoption internationale, je trouve ça compliqué comme sujet, parce que
ben voilà, moi j'ai été adoptée à l'international et je vais bien, et aujourd'hui j'ai une belle vie, et machin, etc., tu vois. Mais en même temps, parce que qui sait qui j'aurais été si j'avais été adoptée déjà par un autre couple, adoptée en étant restée au Sénégal, ou jamais adoptée et restée dans le système, enfin, voilà. Mais c'est compliqué, tu vois. Et au même titre que... parce que moi, ça, c'est quelque chose que je trouve important de pointer. C'est que on voit beaucoup d'Occidentaux adopter à l'international. Adopter des personnes d'Afrique, adopter des personnes en Asie, en Amérique latine, etc. Mais en termes de représentation, parce que ça, c'est accepté comme étant une norme potentielle de tu vas adopter un enfant au Sénégal, voilà. Mais en termes de représentation, par exemple, moi, en tant que femme noire, demain, j'adopte un enfant blanc. Tu vois, ça n'est pas aussi socialement accepté, aussi visible et aussi possible que quand c'est l'inverse. Je pense, c'est de la supposition de ma part et voilà, tu vois, mais que ça doit être plus compliqué dans la démarche de faire une adoption dans l'autre sens, tu vois. Et puis même en termes de perception, tu vois, parce que quand bien même c'est ton enfant, il y a toujours ce poids sociétal de ce que tu attends d'une vision de famille, tu vois. C'est-à-dire que, à la rigueur, une mère et un père blanc avec un enfant noir, bon, voilà, ça y est, c'est bon, on l'a vu, tu vois. Mais dans l'autre sens, est-ce que potentiellement tu ne te dis pas, c'est horrible ce que je vais dire, hein, mais est-ce qu'une personne qui ne sait pas, qui n'est pas, ne va pas se dire, ah, c'est la nounou? Ah, putain, j'ai pas pensé à ça. C'est horrible. Mais oui. C'est horrible. Ouais. Alors que c'est ton enfant. J'aurais jamais pensé à ça. Mais oui, parce qu'au final, on voit des femmes noires avec des enfants blancs ou avec des enfants du Maghreb ou j'en sais rien, et automatiquement, moi la première, hein, automatiquement, on va se dire c'est la nounou. Potentiellement, c'est sa mère. Mais on n'y pense pas. En fait, ça ne vient pas à l'esprit. C'est pour ça que je te dis, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et pourtant, ça existe, parce que moi, tu vois, je suis une créatrice de contenu qui est noire, sa fille est blanche, elles sont super, je te donnerai le nom, il faudra que je le retrouve parce que je ne l'ai pas en tête, mais en fait, la première fois où j'ai vu son contenu, ça m'a choquée, positivement, hein, mais ça m'a choquée dans le sens de, ça m'a interpellée, parce que je me suis dit, mais, ah, c'est sa mère? Enfin, ça m'a surprise, genre, oh, c'est possible. Ouais. Ça ne m'était jamais venu à l'esprit. C'est vrai. Moi, je me suis dit, si demain, je ne peux pas avoir d'enfants de moi-même, parce que je décide d'avoir des enfants, de machin, peu importe, j'irai adopter en Afrique. Mais parce que, encore une fois, représentation. J'ai envie que mon enfant grandisse avec la représentation de quelqu'un qui lui ressemble. Je ne vais pas aller chercher quelqu'un qui est à mon opposé. Ou peut-être que si, j'en sais rien. Peut-être, pourquoi pas finalement, tu vois. Ça, c'est quelque chose à déconstruire. Ouais. Mais, enfin bon, bref, voilà, je me suis... Non, mais c'est hyper intéressant. C'est pour ça que je voulais qu'on aborde ça, parce que c'est un sujet qu'on aborde rarement. Enfin, moi, je ne vois pas trop aborder, clairement. Et est-ce que tu sais à peu près combien il y a d'enfants qui sont adoptés par an ou pas? Je ne sais pas du tout. Il faudrait qu'on va regarder. Je ne sais pas du tout, parce qu'en plus, il y a plusieurs types d'adoption. Hein. Il y a l'adoption totale, fermée, où c'est, tu deviens l'enfant de quelqu'un d'autre, tu as une adoption partielle, c'est pas les bons termes exacts, hein, mais je sais qu'il y a plusieurs types d'adoption. Donc, ok. C'est quoi ta plus grande force aujourd'hui grâce à ce parcours? Et avec le recul, qu'est-ce que ton histoire t'a appris sur toi? La résilience. Ah oui, bon, on y vient. La résilience. Ah oui. La résilience. Oui. Alors, c'est quoi pour toi la résilience? La résilience. C'est le cœur de RBK Media. Ouais, non, mais c'est vraiment parcourir des épreuves encore et vivre avec toutes les conséquences positives ou négatives que ces épreuves t'ont
apporter et continuer d'avancer et essayer du moins d'en tirer quelque chose de positif et de transformer en fait des douleurs en quelque chose de bien, tu vois. Enfin, je sais pas, moi je pense que ce que cette histoire m'a apporté et t'a appris. Et m'a appris, ce que mon histoire, du coup, pas cette histoire, mon histoire m'a apporté et m'a appris, c'est que c'est déjà d'être plus ouverte au monde. Après, moi, j'ai toujours été comme ça, mais du coup, je pense que c'est par mon éducation, mais aussi par mon histoire. C'est d'accepter tout le monde comme il est, d'être... et dans la mesure du possible, parce qu'on a tous nos mauvais jours, parce qu'on a tous... voilà, hors ça, mais d'être toujours bienveillant. Après, il y a des jours où voilà. Mais dans la mesure du possible, de faire en sorte d'être le plus bienveillant possible avec les autres, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vivent, on ne sait pas leur histoire, on ne sait pas d'où ils viennent, et en fait, ça coûte rien. Tu vois, je pense que s'il y a vraiment quelque chose que j'ai appris à travers mon histoire, à travers mes différentes épreuves, etc., c'est ça. Et aussi que c'est ok d'être moi-même. Je suis en travail là-dessus. Parce que tu n'es pas encore toi-même. Si, mais il faut savoir que moi déjà j'ai porté un masque social toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que je portais un masque social pendant le Covid. Ah bah tu vois, ton ami à masque. Moi, il y est toujours. Il y est toujours, mais juste j'en suis consciente. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement peur, c'est deep, j'ai tellement peur que les gens me quittent. Et ouais, parce que c'est normal, voilà. T'as vécu un abandon. Ben oui, j'ai tellement peur que les gens me quittent, j'ai tellement peur que les gens ne m'aiment pas pour qui je suis, qu'en fait, j'ai réussi à construire cette compréhension de ce qu'attend l'autre de moi. Et je vais m'y conformer systématiquement parce que pour coller à leurs attentes, pour que on m'aime, pour que on ne me quitte pas. Et c'est la même chose dans mes relations perso, enfin privées avec du coup mon copain. Du coup non, plus avec mon copain parce que j'ai fait ce travail, mais par exemple avec mes ex, où là, mais ça c'est ma problématique de vie et c'est moi, c'est pas eux, c'est voilà. Cette peur constante qui te quitte pas, tu vois, en amour, en amitié, dans le travail. Si je fais pas bien mon boulot, on va me virer. Si je suis pas comme ça, mon mec va me quitter. Et de toute façon, il y a quelqu'un qui sera mieux que moi. Et pourquoi on m'aime moi? Et pourquoi machin? Et quand je me regarde dans le miroir, je suis là, mais en fait, qu'est-ce que... Et en même temps, moi, on m'a élevée en étant... ma mère, elle m'a toujours poussée à l'excellence. Moi, j'ai toujours été en rébellion contre ça, mais sauf que du coup, j'ai intégré depuis mon enfance qu'il faut que je sois la meilleure. Il faut que je sois la meilleure, il faut que je sois parfaite, il faut que je parle bien, il faut que je m'habille bien, il faut que je représente bien, il faut que je sois parfaite. Tu vois? Du coup, ça me donne il y a une grosse dichotomie entre comment je me sens réellement et ce que je projette de ce que je suis censée être. Tu vois? Du coup, c'est hyper difficile au quotidien et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille du coup, de mon histoire. C'est réussir à m'accepter en tant qu'individu, comme je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Mais tu sais quoi? On en a tous, alors, je vais te dire un truc. moi y compris. Les faiblesses sont des forces. Enfin, moi, je trouve que les faiblesses sont des forces. Oui. Vraiment. Et je trouve ça beau, les fêlures chez les gens. Oui, je suis totalement d'accord. Chez les autres. Ouais, mais moi, j'en ai plein des fêlures. Ouais. Mais vraiment, je trouve que quand il y a des fêlures, la lumière passe. Non, mais alors, je suis totalement d'accord avec toi. Mais et quand il y a des fêlures et des cicatrices, moi, perso, qui suis très spirituelle et tout, je trouve qu'il y a quelque chose en plus. Oui. Ah oui, tu vois, ça c'est clair. Oui. Je suis totalement d'accord. Et même cette sensibilité, d'ailleurs, tu es quand même une artiste, clairement. Totalement. Tu fais de la photo, tu fais de la peinture, tu as toujours recherché un peu ton identité. Ouais. Et est-ce que tu penses que cet art, c'est parce que justement tu as cette sensibilité-là parce que je pense aussi, quand on a des cicatrices et des fêlures, on est plus sensible. Et d'ailleurs, on est plus artiste. Oui.
tu vois. Ah oui, beaucoup d'artistes sont très torturés. Hein. Tu vois, c'est pas un mythe, c'est la vérité. Non, mais du coup, moi, je me case aussi dans les tortures. Oui, écoute, voilà. Mais est-ce que tu penses que ça a impacté ton travail? Est-ce que c'est l'art, tout ce que tu fais, ou pas du tout? Ouais, je pense que Après, l'art, t'as c'est tes parents qui sont aussi artistes. Oui, qui eux-mêmes avaient leurs cicatrices, tu vois, d'abord. Donc, mais oui, non, je pense qu'en fait, l'art, c'est un super exutoire. Et puis, vu que tu fais de la photo, en fait, c'est très psy. Ma question, elle me vient comme ça. Est-ce que c'est parce que c'est pour immortaliser les moments? Totalement. C'est en lien avec... Totalement. En fait, pour moi, la photo, ça a plusieurs rôles, mais effectivement, il y a cette partie de s'arrêter sur les moments que les gens ne voient pas forcément. Tu vois, les trucs du quotidien. Enfin, moi, j'adore la photo de rue. C'est ma passion. Enfin, je fais de la photo pour les restaurants, je fais de la photo pour les hôtels, pour les machins, etc. J'adore ça, j'aime ça, voilà. Bon. Mais ma passion, c'est la photo de rue. Parce que, en fait... le fait de faire... Alors, je préfère l'argentique d'ailleurs, parce que j'ai aussi un appareil argentique où, du coup, tu peux vraiment t'arrêter sur un moment et t'es obligé de réfléchir à ta photo. Tu vois, tu peux pas être là, genre tu vas cliquer comme ça, faire 90 000 photos et t'en choisis une dans le lot. Quand tu prends vraiment une photo avec un argentique et que t'es en street photo, t'es obligé de t'arrêter et de regarder réellement ce qui se passe. Donc déjà, t'es dans le moment présent. Et pour moi, la photo, c'est réellement de raconter une histoire. Et c'est la même chose pour tout. C'est-à-dire que quand je fais de la peinture, je raconte une histoire à travers mes toiles. J'ai commencé aussi à faire des livres illustrés pour enfants, noirs et métissés. Parce qu'il n'y en a pas assez. En fait, il n'y a pas assez de représentation. Mais par exemple, des livres illustrés avec des personnages noirs. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas encore assez. Non, je suis d'accord. Avec des représentations positives. Parce que moi, ma phrase qui m'a inspirée de travailler sur ces livres illustrés pour enfants et ces histoires inspirantes pour enfants, c'est que si tu le vois, tu sais que c'est possible. Eh ben, bien sûr. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et si tu le vois pas, tu peux pas forcément t'imaginer parce qu'on ne grandit pas. Mais bien sûr, on n'a pas tous malheureusement cette possibilité d'être dans un cadre qui te permet de rêver au champ, de ne pas avoir un champ de possibles défini et de te dire si je veux être astronaute, je peux être astronaute, je peux être n'importe qui. Tu vois, tout le monde malheureusement n'a pas cette chance de par la situation socio-économique, de par plein de choses. Et du coup, ça c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler parce que, et ça je pense que c'est de par mon histoire, de par ce manque de représentation quand j'étais plus jeune, j'ai envie de pouvoir contribuer à ça. Et la peinture pareil, je peins des personnes noires parce que dans les tableaux, moi mes parents étaient des grands fans de peinture, je passais tous mes étés à regarder des tableaux de la Renaissance italienne quand j'étais petite. C'était pas fun, mais maintenant je suis très reconnaissante pour ça. Mais il y avait que des personnes blanches. Et le peu de personnes noires qu'on voit dans les peintures, c'est des esclaves. C'est vrai. Nous, on a grandi... Enfin, tu vois, nous, il n'y a pas de différence. Ben non. Tu vois, et d'ailleurs, c'est ta représentation. Très important. D'ailleurs, je lui dis, on aime tout le monde, peu importe la couleur de peau. Des femmes peuvent aller avec des femmes, des hommes peuvent aller avec des hommes. Enfin, c'est ok. En fait, c'est la vie. Ouais. Donc, en fait, c'est vrai que moi, j'ai été élevée comme ça. Ma fille, je l'élève comme ça. Donc, je me rends pas compte de ça. Mais c'est... Mais il y a plein de... En fait, de toute façon, je pars du principe que quand tu n'es pas confronté à une situation... Si tu n'es pas mis si on te met pas en avant un message, en fait, tu vas pas forcément y penser. Non. Tu vois, au même titre que moi, moi, je suis hyper sensible à beaucoup de causes, à beaucoup de choses parce que voilà, mon histoire, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie aussi et que voilà. Mais il y a plein de choses, ça me viendrait même pas à l'esprit parce que j'y suis pas confrontée, parce que c'est pas ma normalité, parce que je sais pas, tu vois. Et donc pour moi, je trouve ça hyper important ce que tu fais aussi pour ça, parce que ça te permet de mettre en avant des histoires de vie, de gens normaux, plus atypiques, plus etc., qui te permettent de réfléchir sur ce qu'est la vie d'une autre personne en fait. Et tous les aspects que ça touche, tu vois. Moi, je sais que j'en parlais beaucoup avec ma psy de ça. Apparemment, ça l'a beaucoup fait réfléchir. Et elle en a beaucoup parlé autour d'elle dans son cercle professionnel. Genre, par exemple, les cheveux. Le poids des cheveux afro dans la construction identitaire. Tu vois, moi, je suis noire dans un monde de personnes blanches. J'ai des cheveux crépus.
Ça a été mais un drame pour moi. Quand j'étais ado, c'était un drame. Je voulais que mes cheveux soient lisses. Parce que pour moi, ça me rappelait. Parce que ta peau, tu la vois pas. Enfin, comment dire, je sais que je suis noire, mais je vois pas tous les jours ma peau. Ah, je suis noire. Tu conscientises pas le fait que tu es noire. Mais par contre, tes cheveux, c'est le plus gros révélateur de qui t'es. Et donc, en fait, du coup, tous les jours dans le miroir, à galérer pendant 40 minutes à essayer de lisser tes cheveux pour ressembler à toutes tes copines de classe. Parce que voilà, et que tu peux pas. Et quand tu sors, il y a un peu d'humidité et tes cheveux, ils sont comme ça. Et on te dit, t'as des poils de cul sur la tête. Ou j'avais fait des tresses et un de mes profs de sport avait fait une blague à l'époque en disant que j'avais un balai de shot sur la tête. Ça, c'est des trucs qui te traumatent. C'est-à-dire que j'ai 36 ans, je m'en souviens encore. Tu vois, non mais enfin, et c'est des choses, tu vois, où ça a un poids, enfin, être qui on est tous différents, ça a des poids sur nos vies. Une personne qui est grosse, une personne qui est maigre, une personne qui est noire, une personne qui est du Maghreb, une asiatique. Enfin bon, bref, on va pas faire toutes les particularités des individus, mais on a tous des poids auxquels, et on ne pense pas au poids des autres. Non. Voilà, et c'est pour ça que, pour boucler sur le fait que c'est important d'être bienveillant avec les gens et de pas penser au pire directement sur les gens parce que potentiellement il faut être empathique. Il manque de l'empathie dans cette société. Totalement. Qu'est-ce que tu aimerais dire à une jeune fille adoptée qui se cherche aujourd'hui et aux parents adoptifs qui nous écoutent? Et on termine par ça. Alors, d'abord, je vais m'adresser aux parents. Pour les parents, je dirais que pour moi, le plus important, c'est de prendre conscience que même si c'est votre enfant, là, je parle vraiment juste aux parents, même si c'est votre enfant, il a aussi sa propre identité et sa propre quête. Et que c'est important de le comprendre. Parce que c'est pas parce que, au même titre que quand on accouche d'un enfant, il a sa propre voix, voilà. Mais d'autant plus quand c'est une personne adoptée. Parce que potentiellement un jour, ou pas, mais potentiellement un jour, il ou elle aura besoin de réponses sur qui elle est et d'où elle vient. Et c'est hyper important, en fait, d'être en capacité d'accompagner son enfant là-dedans. Parce que, en fait, sinon, si on n'est pas en capacité de se dire, ça va être hyper cru ce que je vais dire, mais je vais le dire comme ça parce que, bon, voilà, juste pour choquer, juste pour que les gens comprennent bien, je prends l'enfant de quelqu'un d'autre et potentiellement cet enfant va vouloir savoir d'où il vient, mais moi, j'ai pas envie qu'il sache d'où il vient parce que c'est mon enfant maintenant. En fait, non, hein, on n'adopte pas un enfant en n'acceptant pas que potentiellement un jour, il veuille savoir d'où il vient. Parce que c'est son droit. C'est son droit parce que déjà, il n'a pas demandé à venir au monde. Il n'a pas demandé à être abandonné. Il n'a pas demandé à être adopté. Donc, à partir de ce moment-là, on le prive de 3 droits. Enfin, on est tous nés, donc on n'a jamais demandé à personne de venir au monde, mais bon, bref. Mais on le prive de ces droits-là. On ne peut pas le ou la priver de son droit à connaître son histoire. Parce que c'est ça qui fait qu'on est qui on est. Bien sûr. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai du mal à me projeter parce que je ne sais pas d'où je viens. Et bien sûr que ça m'empêche pas de vivre au jour le jour. Tu vois, bien sûr que... Mais c'est ta quête. Et d'ailleurs, tu continueras à chercher là. Oui. Oui. Je pense que c'est un truc où j'aurais du mal à lâcher. Bien sûr. Je cherche plus intensément... ça dépend des moments. On-off, tu vois, voilà. Mais ouais, donc moi, vraiment, mon message aux parents, c'est de les accompagner, d'accompagner leurs enfants, de se rendre compte aussi que des fois, certains moments de vie, comme par exemple l'adolescence, c'est pas juste l'adolescence, ils sont pas juste en crise existentielle parce que c'est des adolescents, qu'il y a quelque chose des fois de plus profond, de regarder les signes aussi, parce que des fois, les enfants vont pas bien, les ados vont pas bien. Moi, je sais qu'il y a plein de choses, j'allais pas bien à un moment donné, et mes parents s'en sont pas rendus compte. Et aujourd'hui, je vais bien, à peu près. mais voilà, tu vois. Des fois, tu as des appels à l'aide de tes enfants ou des ados, et il faut y faire attention. Encore plus, je pense, quand c'est une personne adoptée. Ok. Voilà, ça c'est pour les parents. Et envoyez-les voir des psys. S'il vous plaît. Voilà. Et pour une petite fille qui a été adoptée,
Qu'est-ce que tu dirais, bah tiens, à toi, petite? Qu'est-ce que je dirais à moi, petite? Tu vois, on tourne la question. C'est dur. Qu'est-ce que je me dirais à moi, petite? Tu es parfaite telle que tu es. Ouais, je me dirais, tu es parfaite telle que tu es. Ta vie a autant d'importance que celle des autres. C'est pas parce que tu es différente que tu es moins bien. Et en fait, bien au contraire, c'est une force. C'est une force que d'être différente et ça va beaucoup t'apporter. Ça va être difficile des fois, mais en même temps, ça va t'apporter beaucoup de choses, ouais. Et courage. La vie est dure. La vie est dure. Mais la vie est dure pour tout le monde. Ah oui. Voilà, la vie est dure pour tout le monde, mais juste sois toi-même et ça va aller. Merci beaucoup, Mara. C'était vraiment une très, 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 très belle interview. Merci.